Kufa Vampire est un assassin de rang S chargé de tuer une jeune noble, Melida Angel, si elle ne parvient pas à activer ses pouvoirs. Cependant, en tant que protagoniste cool, Kufa finit par la sauver et lui donne une partie de ses pouvoirs. Ainsi, il devient son professeur et l'entraîne à devenir une paladine pour pouvoir la vaincre définitivement. Une nuit, un mystérieux assassin combat un groupe de voyous et les bat facilement jusqu'à ce qu'il attaque un homme aux cheveux blancs bandés, mais à sa surprise, l'homme bandé bloque facilement son attaque avec un sourire maléfique. Soudain, un homme armé entre dans la pièce et tire sur le chef, mais celui-ci parvient à dévier le tir avec ses bandages. L'homme demande s'il a trouvé des informations notables, mais le chef utilise simplement sa capacité pour les distraire et s'échappe dans la nuit. L'épéiste suggère de poursuivre le chef du groupe, mais l'homme armé lui dit de ne pas le faire car il est de rang égal. Il ajoute de se renseigner sur un homme nommé Lord Elsness, mais le tireur lui répond qu'il est déjà mort. Une voix narre d'imaginer une ville nichée à l'intérieur de cloches géantes, avec des bâtiments tous reliés par des tunnels de verre. Les gens appellent cet endroit la Cité Lanterne car c'est comme un monde lumineux à l'intérieur d'une lanterne. Dehors, il fait super sombre et des créatures effrayantes, connues sous le nom de lycanthropes, rôdent. Un épéiste nommé Kufa Vampire descend d'un train, aidant une dame joyeuse à descendre. Elle est ravie de le rencontrer mais doit lui dire au revoir. Après son départ, le visage de Kufa devient sérieux. Il se dirige vers une grande maison où Amy, la femme de chambre en chef, et deux autres personnes l'accueillent. Il s'avère qu'il va y travailler pendant 3 ans. Quand Amy parle de quelqu'un appelé Lady Melita, une fille aux cheveux dorés brillants apparaît sur le balcon du 2e étage. Elle est gênée en voyant Kufa et tombe accidentellement de la balustrade, mais il la rattrape juste à temps. Il y a un moment gênant, puis Kufa esquisse un sourire amical et lui dit qu'il sera son professeur pour les 3 prochaines années. Il l'aide à se relever et elle est ravie de commencer à apprendre avec lui. Amy lui rappelle que c'est l'heure de l'école et est surprise d'apprendre que Kufa l'accompagnera également à l'académie en tant qu'assistant. À l'école, il y a une fille aux cheveux roux nommée Nerva qui taquine Melita parce qu'elle ne peut pas utiliser le mana, un pouvoir spécial que seules les personnes nobles possèdent. D'habitude, les enfants obtiennent ce pouvoir à 7 ans, mais Melita ne l'a pas encore, même si elle est douée pour l'entraînement. Nerva, qui peut utiliser le mana, la bat facilement. Les gens taquinent Melita, la qualifiant de talentueuse mais inutile. Nerva insiste en disant que Melida ne pourra pas réaliser son rêve de rejoindre la Légion du Blason, un groupe de héros car elle ne peut pas utiliser le mana. Les amis de Nerva se moquent de Melida et Nerva se vante que sa cousine Élise, très douée avec le mana, a obtenu un tuteur de premier ordre de la Légion du Blason et les rejoindra probablement bientôt. Melida est choquée et blessée, alors elle s'enfuit. Élise essaie de la rattraper pour s'expliquer, mais Melida est trop bouleversée et continue de courir, passant même devant Kufa sans s'arrêter. Le grand-père de Melida craint qu'elle ne fasse pas vraiment partie de leur prestigieuse famille. La maison Angèle, il y a des rumeurs selon lesquelles la mère de Melita aurait pu être avec quelqu'un d'autre, et non le père de Melita qui était une personne importante mais est décédé. Avec cela, ils disent à Kufa d'être le professeur et l'assistant de Melita, pour voir si elle peut prouver qu'elle est un véritable ange en étant aussi extraordinaire qu'eux. Kufa l'observe toute la journée et pense qu'elle ne montre aucune compétence spéciale, ce qui le fait croire qu'elle n'est pas vraiment la fille du défunt Duc Angèle. Kufa reçoit alors une mission secrète pour se débarrasser de Melida à cause de tous ses doutes. Cependant, il a de la peine pour elle car elle ne connaît pas les rumeurs sur sa mère et continue de faire de son mieux, croyant en elle-même. Kufa pense qu'il serait peut-être plus gentil de mettre fin à ses problèmes, mais quand il se rend dans sa chambre pour accomplir la tâche difficile, il la trouve vide. Pendant que tout cela se passe, Melida fuit une créature sombre et effrayante. Elle est vraiment terrifiée et trébuche en courant. Kufa ressent quelque chose qu'il connaît et va vérifier. Il voit Melida se battre contre 3 monstres ressemblant à des loups et se demande comment ils ont pu arriver dans un quartier aussi chic de la ville où se trouvent les grandes maisons. Il se souvient qu'une fois, un homme nommé Lord Mordreau avait essayé de faire apparaître les pouvoirs spéciaux de Melida en la faisant combattre. Soudain, les monstres brisent son épée jouet et elle tombe. L'un d'eux attrape ses jolis cheveux et elle leur demande de ne pas y toucher car cela lui rappelle sa mère. Kufa est perplexe quant à la raison pour laquelle elle n'a pas appelé les gardes de la ville, mais il comprend alors, si elle appelle à l'aide, les gens ne la considéreront pas comme un véritable membre de sa prestigieuse famille parce qu'elle n'a pas les pouvoirs spéciaux. Kufa ne supporte pas de la voir ainsi, alors il intervient et se débarrasse des monstres. Il lui tend la main pour l'aider à se relever, mais elle ne la prend pas. Il suppose qu'elle est habituée à être seule. Kufa veut l'aider à changer sa chance, alors il lui dit qu'il a un moyen risqué de réveiller ses pouvoirs, mais que cela pourrait être vraiment dangereux. Melita ne bronche même pas, elle est prête à essayer. Kufa lui donne un baiser sur la main, boit une étrange boisson d'une petite bouteille, puis l'embrasse juste avant qu'elle ne s'évanouisse. Melita est allongée et Kufa l'examine car elle vient de prendre une potion qui devrait lui permettre d'utiliser la magie. Ils craignent que cela n'ait changé son corps d'une manière étrange. Elle devient toute timide et rougit quand il lui touche le dos. Sympa. Il lui dit de se retourner et elle se demande pourquoi il n'est pas gêné. Kufa dit qu'il essaie juste de prendre soin d'elle, alors il garde ses sentiments sous contrôle. Il veut qu'elle reste forte et en bonne santé. Melida se sent un peu bizarre à ce sujet mais dit qu'il peut vérifier n'importe où pour s'assurer qu'elle va bien. Puis Kufa lâche une bombe. Elle n'est pas une chevalière au pouvoir sacré, elle est une guerrière comme lui. Elle est un peu choquée mais comprend et accepte de garder le secret pour ne pas être en danger. Secrètement, Kufa espère qu'elle pourra accomplir de grandes choses qui rendront sa prestigieuse famille fière.
Kufa n'a rien trouvé d'anormal chez Mélida et elle est excitée d'utiliser sa magie à l'école. Mais Kufa lui dit d'attendre la compétition dans une semaine. Plus tard à l'école, Mélida se prépare quand Nerva attrape son livre et veut qu'elle s'entraîne. Mélida refuse car ses leçons avec Kufa sont plus importantes. Kufa entend Nerva être méchante avec Mélida. Plus tard, alors que Kufa et Mélida partent, il lui dit de choquer les brutes avec sa magie lors du concours. Il lui montre aussi qu'Élise et Rosedy les observent. Rosedy est célèbre pour avoir maîtrisé sa magie jeune et avoir rejoint un groupe d'élite avec un titre spécial du roi. Elle est gentille avec Mélida et Kufa, mais Kufa ne veut pas être amie pour éviter les comparaisons. Rosedy se fâche et dit que son élève battra Mélida au concours, puis elle quitte la conversation. Une semaine plus tard, c'est le grand jour de la compétition et Mélida a peur de la couronne, mais Kufa lui dit de ne pas s'inquiéter car elle s'est entraînée dur. Soudain, elle voit son père à proximité et cela la rend encore plus nerveuse. Nerva s'approche d'elle et se moque de l'idée que Mélita échoue au tournoi. Les autres filles rient aussi, alors Kufa demande à Nerva de se taire car il ne supporte pas ses bavardages constants. Il la traite même de fille singe, ce qui rend Nerva encore plus furieuse. Elle souligne que Kufa n'est que le tuteur de Mélita, qui lui lit des livres d'images pour gagner de l'argent. Cela met Mélita en colère aussi et elle repousse Nerva loin de Kufa. Elle ne supporte pas que Nerva se moque de son tuteur, alors elle promet de la vaincre complètement dans le tournoi. Nerva rit et l'attend avec impatience. Tout le monde dans la salle les observe. Kufa réalise que Mélita est le genre de personne qui trouve de la force non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Au tournoi, de grands noms comme Lord Felgus et Lord Mordreau observent Kufa de près. Kufa sait que si les choses tournent mal, lui et Mélida pourraient avoir de gros problèmes. La grande bataille de fin de semestre à l'académie démarre, l'équipe de Mélita affronte celle de Nerva, et pendant que tout le monde se bat, Mélita fonce droit sur Nerva. Nerva pense qu'elle va écraser Mélita, mais quand elle attaque, Mélita la bloque avec une épée chargée de mana et envoie Nerva voler. Tout le monde est choqué de voir que Mélida a du mana. Nerva essaie à nouveau, mais cette fois Mélida la repousse d'un coup de pied. Mélida maintient l'offensive et Nerva finit à genoux, choquée et furieuse d'être humiliée devant la foule. Nerva rassemble toutes ses forces pour un énorme coup de marteau sur Mélida. Mélita est à terre et alors que Nerva s'approche, Mélita murmure quelque chose. Nerva lui dit de le répéter à l'infirmerie, mais Mélita lève simplement son épée vers le cou de Nerva et passe à l'attaque. Mélita n'a pas peur des mouvements de Nerva car son propre professeur, Kufa, l'a entraîné avec des mouvements bien plus effrayants. Même si Mélida utilise tout son mana, elle continue de se battre. Alors que Nerva la frappe encore et encore, Mélida reste forte, disant que Nerva n'est rien comparé à Kufa. Nerva est super en colère et souhaite que Mélida soit juste son amie pour se sentir mieux. Mais même avec son épée brisée, Mélita réalise un mouvement surprise qui ressemble exactement à l'attaque spéciale de la lame fantôme de Kufa. Kufa est stupéfait de voir Mélita utiliser ce mouvement puisqu'elle ne l'a vu qu'une seule fois quand il l'a sauvée de ses effrayants lycanthropes. Mélita remporte finalement une victoire au tournoi et Kufa est vraiment fier d'elle. Mais son père n'est toujours pas impressionné, il veut qu'elle batte d'abord tout le monde des différentes écoles. Kufa lui dit qu'elle a fait quelque chose d'énorme en tenant tête à son père, même s'il n'a pas réagi comme elle l'espérait. Juste à ce moment-là, Nerva s'approche et lui rend le livre qu'elle avait pris plus tôt, s'excusant de l'avoir pris, puis s'enfuit. Kufa rappelle à Mélita qu'un autre match arrive vite et cette fois c'est contre Élise la paladine qui montre une puissance sérieuse en seulement 13 secondes. Pendant que Kufa sirote son thé, Mélita partage son enthousiasme pour le prochain festival du Cercle Nocturne. C'est un événement de 2 jours pendant le week-end pour prier pour la paix de la ville, et elle a hâte de coordonner ses tenues avec sa cousine Élise. Kufa, étant née dans la cité nocturne, n'est pas habituée à toutes les lumières vives des festivals. Mélita comprend quand elle l'interroge sur ses expériences passées de festival. Elle est un peu timide mais demande à Kufa de danser avec elle quand la fête du feu de camp commencera. Kufa doit dire non car il doit retourner dans le district du monarque sacré pour quelque chose lié à son dernier travail. Cependant, il promet d'assister au dernier jour de la fête et espère avoir cette danse avec elle. Mélida est heureuse de lui promettre cette danse, rien qu'à lui. De l'autre côté du manoir, Élise ne se sent pas très bien, même si elle vient de montrer à tout le monde qu'elle est apte à prendre la relève de la maison Angel en gagnant contre Mélida. Quand sa tenue de festival arrive, elle est ravie, mais sa femme de chambre n'est pas fan, alors il semble qu'elle en changera pour le festival. Pendant ce temps, Mélida se fait de nouvelles amies, mais tous les regards sont tournés vers le costume éblouissant d'Élise, fait de plumes d'oiseaux de feu au festival. Certaines filles adorent, mais quelques-unes la critiquent parce qu'elle ne porte pas les vêtements de seconde main sophistiqués de la foule plus âgée, tout cela parce qu'elle vient d'une famille de ducs chevaliers. Élise ne supporte pas les commentaires méchants et s'enfuit, Mélida juste derrière elle. Mélida trouve Élise en larmes. Élise est contrariée de porter la tenue spéciale de sa famille, elle veut juste s'intégrer aux autres. Pendant que Mélida essaie de la réconforter, soudain tout devient sombre et un homme bandé enlève Mélida.
Ce type est mi-humain, mi-loup-garou artificiel, ayant obtenu des gènes chevaleresques d'un groupe louche, tout cela pour s'aligner avec les gens de la magie. Il comprend aussi que Mélida n'est pas une paladine. Élise est également attrapée, mais parce qu'elle a montré de sérieuses compétences, lors de son dernier combat, il veut la pousser à devenir une paladine en mélangeant ses pouvoirs à ceux de Mélida. Elles sont coincées dans un musée inaccessible aux membres de la guilde, donc l'aide n'est pas en route. Élise reprend conscience et ne peut s'empêcher de crier en voyant l'homme bandé et son équipe. Mélida sait qu'Élise est terrifiée par tout cela et elle sent qu'elle doit intervenir pour la protéger. Alors elle commence à renverser des statues pour piéger les loups-garous. Ils s'échappent et trouvent le plan du musée, mais Élise est toujours super bouleversée. Mélida essaie de la calmer et déniche quelques armes, mais leur magie est bloquée par ces bandages spéciaux, donc elles ne peuvent pas l'utiliser. Réfléchissant rapidement, Mélida attache le tissu magique et la couronne d'Élise aux épées. Pendant qu'elle explique son plan, de gigantesques loups-garous surgissent et sautent sur Mélida, la projetant à travers la pièce. L'un d'eux se rapproche, mais Mélida tire d'une manière ou d'une autre de la magie de la couronne et du tissu d'Élise, sauvant la situation une fois de plus. Elle tente de s'échapper, mais l'homme bandé bloque déjà le chemin. Mélida donne tout ce qu'elle a, mais il est trop fort. Élise intervient pour aider, mais est mise à terre d'un seul coup. L'homme remarque quelque chose d'étrange. Les yeux de Mélida brillent en rouge et ceux d'Élise en bleu. Il se dit que ces filles lui pourraient causer de gros problèmes plus tard, alors il décide qu'il est préférable de s'en débarrasser maintenant. Alors que les choses s'annoncent sombres pour Mélida, Rosédie et Koufa font irruption, faisant sauter la porte de Ségon. Ils sont impressionnants, éliminant rapidement les loups-garous. Koufa dit à Rosédie de s'occuper des filles pendant qu'il poursuit l'homme bandé. Il s'avère que ce type est juste en train de finir le sale boulot que Koufa avait abandonné. Et oui, c'est Lord Mordre qui veut que Mélita disparaisse. L'homme bandé déchaîne alors son arme secrète, un loup-garou étrange qu'il a créé appelé la chimère hantée. C'est un combat à 2 contre 1, Koufa affrontant l'homme bandé. Koufa porte un bon coup mais se fait ensuite attraper par les bandages du type. Aïe! Koufa perd un bras mais parvient quand même à vaincre la chimère. Koufa a cette conviction que Mélita sera encore plus grande que lui, alors il est à fond, prêt à faire tout ce qu'il faut. Cela énerve l'homme bandé qui ramène la chimère à la vie et elle avale Koufa tout entier. Le méchant pense avoir gagné, mais Koufa n'abandonne pas si facilement. Il dépasse sa douleur, vainque la chimère à nouveau, et ses cheveux passent du noir au blanc. Il ramasse simplement son bras et le remet comme si de rien n'était. C'est alors que l'homme bandé comprend, Koufa est un vampire, mais aussi à moitié humain, et il ne va pas tuer le type. Il est assez clair que Mélita a en elle un sérieux pouvoir chevaleresque, ce qui indique qu'elle est issue de la noble famille des ducs chevaliers. L'homme bandé se demande si Mélita devient une combattante, Koufa pourrait-il aussi finir sur la liste des cibles, mais Koufa a pris sa décision. Si quelque chose comme ça arrive, il l'acceptera volontiers. Pendant ce temps, le tireur d'avant ordonne à une femme nommée Black Media de prendre contact avec Mélita et Koufa pour découvrir ce qu'ils cachent. La femme souffle sur le papier brûlant, ce qui révèle des mots qui se lisent comme suit. S'il a refusé la mission, alors elle est autorisée à l'éliminer. La femme sourit car elle est autorisée à le faire. De retour au carnaval, Koufa explique que le père de Mélida est capable de localiser leur position exacte. Elle baisse les yeux, mais Koufa lui offre sa main pour danser avec elle. Elle lui demande de l'attendre, est heureuse d'accepter, un peu plus âgée, mais elle digne de combien de temps il pourra être son tuteur. Et l'assure calmement qu'il l'amènera vers de plus grands sommets avec fierté, puis ils dansent toute la nuit. Élise s'est perdue dans la forêt quand elle était enfant, cherchant sa mère et pleurant. Sortie de nulle part, un loup-garou apparaît pour l'effrayer, mais Mélida intervient pour la sauver. Mélida est comme la grande sœur qu'Élise n'a jamais eue, toujours là pour la protéger et lui dire que tout ira bien. Avance rapide jusqu'à maintenant, Élise sort d'un rêve et se retrouve à serrer Mélida dans ses bras à l'école. Rosédie dit à Koufa qu'elles sont comme des sœurs, ce à quoi il est d'accord, mais il n'est pas très enthousiaste à l'idée que Rosédie s'accroche à son bras. Il lui dit qu'ils sont censés être en compétition, veillant sur leurs propres élèves. Cependant, Rosédie dit qu'ils veulent tous les deux juste assurer la sécurité des filles à la cérémonie, et quand ils choisissent des élèves avec l'école partenaire, Mélita veut qu'Élise fasse équipe avec elle, mais Élise hésite et est interrompue quand Nerva vient saluer Mélita. Mélita dit à Élise de venir avec elle alors qu'une vieille dame avec une canne annonce le début de la grande compétition de cette année, le tournoi de sélection lumière. C'est un événement majeur à leur école partenaire, l'Académie des filles Sainte-Béatrice. La gagnante sera appelée la déesse de la lune, Luna Lumière, et les élèves des deux écoles vont faire face à des défis difficiles. Elle parle du fonctionnement de la compétition et salue les filles de l'autre académie qui se joignent à elle. Quand ils montrent qui participent, tout le monde est surpris de voir Mélida et Élise, plus deux autres de leur école, dans la mêlée. Elles doivent passer un test dans le palais de verre. Mélida a besoin d'un partenaire du public et Nerva s'avance nerveusement pour aider. Il y a aussi une étudiante plus âgée avec des compétences folles qui les rejoint. Les gens pensent que Mélida pourrait tricher pour inscrire son nom sur la liste des gagnantes, mais Koufa l'enveloppe simplement dans un câlin et promet de la soutenir quoi qu'il arrive. Koufa entraîne Mélida et ses partenaires, mais bientôt les filles ont besoin d'une pause. Mélida se détend sous un arbre quand une fille de l'autre école apparaît, la défiant de montrer sa vraie force, de prouver qu'elle est digne de son nom de famille.
Puis, avec un souffle de vent, la fille disparaît, laissant Mélida à ses pensées. La nuit, Koufa surprend la femme de chambre d'Élise. Elle avait trafiqué les éléments de la compétition pour monter Mélida et Élise l'une contre l'autre. Mélida a les yeux rivés sur le prix, voulant prouver qu'elle est aussi bonne qu'Élise afin qu'elle puisse rester proche. Dans la chambre de Mélida, Koufa lui enlève ses sandales, admirant son courage. Après qu'il soit sorti, un mystérieux avion en papier noir apparaît. Dans les bois, il rencontre Black Media, qui n'est pas satisfaite de son dernier rapport et doute de sa loyauté. Elle est après le sang de Mélida, pensant qu'il contient un secret car il n'est apparu qu'à l'arrivée de Koufa. Elle veut l'étudier, mais Koufa s'y oppose. Quand Black Media insiste pour le prendre elle-même, Koufa riposte. Pendant ce temps, Élise lâche une bombe à Mélida, disant qu'elle truquerait le match pour que sa femme de chambre voie enfin la valeur de Mélida. Mélida sent que quelque chose ne va pas avec Élise, ayant l'impression qu'elle ne voit pas non plus son vrai potentiel. Dans les bois, Rosédie apparaît là où Koufa affronte Black Media, qui parle en utilisant des messages sur du papier brûlant. C'est un combat difficile, 2 contre 1, Black Media est doué, se battant avec 2 armes, mais Koufa et Rosédie tiennent bon. Koufa se demande si elle est la même personne connue pour copier les compétences des autres, toujours tapis en arrière-plan. Black Media leur donne un dernier avertissement juste au moment où d'autres membres de la guilde arrivent en courant. De retour avec les filles, Élise est tellement absorbée par le désir d'être toujours la petite sœur de Mélida qu'elle pense que Mélida ne peut pas la battre, mais ce n'est pas vrai. L'horloge sonne minuit et c'est l'heure de l'affrontement entre les 2 amis. Pendant ce temps, Koufa et Rosédie informent la directrice à propos de Black Media et lui demandent de suspendre le tournoi, mais elle refuse de le faire. Le lendemain matin, Rosédie voit Élise prendre son petit déjeuner seule et se demande si elle et Mélida se sont disputés. Élise ne dit pas grand-chose, elle se contente de critiquer Mélida. Mais Mélida n'est pas seule, elle a d'autres amis comme Nerva qui la rejoint en plaisantant qu'elle n'est là que parce que la place était libre. Shenfa se joint aussi, se moquant gentiment et allégeant l'ambiance. Le temps passe vite alors que les filles étudient, pratiquent leurs compétences et se rapprochent. La veille au soir du grand affrontement, Koufa entre dans la chambre de Mélida avec du lait pour lui donner de l'énergie et elle commente à quel point c'est délicieux. Koufa, sentant que quelque chose se passe, demande à Mélida s'il y a des problèmes avec Élise. Mélida révèle qu'Élise veut perdre intentionnellement leur prochain match. Elle raconte comment Élise l'a toujours soutenue depuis qu'elles sont petites, mais maintenant Mélida craint de ne pas avoir donné le meilleur exemple. Koufa suggère à Mélida d'avoir une discussion à cœur ouvert avec Élise la prochaine fois qu'elles se verront. Le lendemain matin, c'est l'heure du grand affrontement et le directeur de l'école expose les règles du jeu. Ce sera une mêlée générale où les équipes devront s'arracher des épingles pour gagner et tout le terrain de l'école est leur terrain de jeu. Tous les spectateurs reçoivent des lunettes magiques spéciales pour suivre l'action où qu'ils soient. Toutes les équipes se préparent et Koufa, qui a ses propres problèmes à régler avec les médias noirs, donne un pouce levé à son élève pour lui porter chance, un geste d'encouragement. L'équipe de Mélida sort et se retrouve face à face avec le groupe d'Élise. Ces grands gardiens brillants ne laisseront personne entrer dans le château de verre sans montrer de magie de mana. Une fois dans la pièce principale, un tireur d'élite du côté d'Élise tire un coup de semonce pour les maintenir en alerte. Puis, étonnamment, un autre membre de l'équipe d'Élise tente une attaque furtive, mais Nerva la bloque rapidement. Élise entre en scène et Shenfa et Nerva font signe à Mélida de l'affronter, pendant qu'elle s'occupe du reste de l'équipe d'Élise pour leur laisser le champ libre. Mélida suit Élise dans la grande salle et toutes deux se préparent avec leurs pouvoirs brillants, or et argent, puis commencent à se battre. Mélida veut qu'Élise lui révèle ce qu'elle ressent, mais Élise la repousse simplement, affirmant que Mélida n'est pas assez forte pour comprendre, pas à son niveau. Élise avoue qu'elle a évité un vrai combat car elle ne voulait pas voir à quel point Mélida était faible. Mais quand elle essaie de frapper Mélida, celle-ci esquive et Élise dit qu'elle est d'accord pour être la petite sœur. Mélida est heureuse d'entendre cela et arrête l'attaque finale d'Élise, jurant qu'elle sera la meilleure sur le champ de bataille. Elles se préparent toutes deux pour une attaque massive et Élise taquine Mélida en lui disant qu'elle ne peut pas gagner. Mais Mélida tranche rapidement l'épée d'Élise et la met au défi de le répéter avec assurance. Élise tremble et Mélida l'abat, promettant qu'elle sera la grande sœur la plus forte. Mélida pleure, demandant à Élise de compter sur elle et elles ont une discussion à cœur ouvert. Juste à ce moment-là, Nerva apparaît et plaisante en disant que ce serait dommage si leur joli moment était gâché. Koufa croise la fille qui a visité Mélida. Il la prend pour une journaliste déguisée et exige les preuves qu'elle a dans son sac sur Mélida. La fille refuse, alors Koufa lacère le sac et la coince. Mais elle rit, disant aimer la manière forte et l'invite à faire ce qu'il veut. Koufa tente d'attaquer, mais elle est rapide et le bloque avec son épée et un pouvoir sombre. Koufa recule, réalisant qu'elle peut absorber les pouvoirs des autres, et ça, les médias ne peuvent pas le simuler. Il s'incline et lui demande qui elle est, elle répond qu'elle est Mule Amor, d'une famille très importante. Koufa s'excuse et s'en va. Mule est un peu déçu qu'il ne soit pas resté, mais contente que ses affaires soient en sécurité. Koufa retourne en hâte au château de verre, réalisant qu'il s'est trompé depuis le début, probablement à propos de Mélida. Et il a raison, car Maïdia se faisait passer pour une autre fille, Nerva. Mélida le comprend en voyant les manas complètement déréglées. Maïdia révèle sa vraie nature et déclenche une énorme explosion, détruisant le palais de verre. Mélida et Élise s'échappent, mais Maïdia est juste derrière elle, les talonnant.
Melida tient bon, prête à protéger Élise de Madia qui est bien plus forte et l'a acculée. Madia en a fini de parler et fait ses adieux aux filles sans plus attendre. Juste à temps, les gardiens de verre la désignent comme une invitée indésirable et empêchez-la d'atteindre les filles. Elles brisent leurs épées et sautent pour les attaquer, mais Kufa intervient juste à temps pour les sauver. Rosti arrive aussi, mais Kufa maîtrise la situation et force Madia à sortir, lui prenant son arme. Il tranche sa robe et voit qu'elle est en fait une petite garçonne, ce qui rend Maedia super embarrassée d'avoir perdu. Elle s'inquiète d'affronter sa guilde maintenant, mais Kufa, avec une certaine bienveillance, lui tend un rapport supplémentaire à montrer à son chef pour un jugement équitable. Kara Espada est couronnée par les pontes de l'école. Pendant ce temps, Shenfa trouve Nerva assommée dans les bois. Tout le scandale médiatique est étouffé, mais Kufa a des doutes sur le grand chef qui ne peut pas utiliser de mana et n'aurait pas dû pouvoir entrer dans le château de verre. On dirait que quelqu'un l'a aidé à échanger les noms. Ailleurs, Mule se vante auprès de Selasha, une élève d'une autre école, d'avoir un vérificateur de mana dans son sac. Elle a recueilli des informations sur toutes les filles et veut vérifier le mana de Melita pour impressionner le grand frère de Selasha. Juste à ce moment, Melita partage avec Élise qu'elle lance une nouvelle équipe dont elle sera la responsable et demande à Élise de la rejoindre. Élise est aux anges et dit oui, et elles partagent une grande étreinte fraternelle. Pendant ce temps, le chef de Maedia la renvoie à l'académie pour être professeur et surveiller Melita et Kufa. Mais Maedia n'est pas du tout ravi de cette mission. Kufa est juste en train de lire quand Rosti fait irruption avec des nouvelles croustillantes. Pendant ce temps, Élise et Melida préparent Kokata quelque chose, allumant une lanterne comme signe secret pour que Mule et Solasha les rejoignent près du portail de la bibliothèque au-delà de l'eau. Des filles des deux écoles se réunissent pour une fête amusante et non officielle afin de dire au revoir au tournoi Luna Lumière. Elles passent par toutes un bon moment. Mule veut obtenir des potins sur les histoires d'amour de tout le monde, mais c'est un échec car personne n'est amoureux. Alors, elle décide de partager une triste histoire sur ce couple qui a quitté un endroit vraiment sombre appelé la Terre de la Nuit Éternelle. Ils ont fini dans le quartier céleste de Myr, en Aquarius, cherchant à recommencer à Flandor. Cependant, les choses à Flandor étaient difficiles à cause de certaines attitudes injustes et le couple n'arrêtait pas d'être harcelé. Le mari ne trouvait pas de travail et les choses empiraient, alors il a commencé à être méchant avec sa femme. Elle a juste supporté, toujours gentille et patiente. Puis un jour terrible, le mari a perdu la tête et a très mal blessé sa femme et dans un moment de folie, il est allé trop loin. Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a été horrifié. Serrant le cœur qu'il avait pris, il trébucha et il tomba. Et c'est alors que le cœur parla, s'inquiétant pour lui de toute chose, ce qui le frappa durement, lui montrant que son amour était imparable. Dans son chagrin, il serra son cœur contre lui et sauta dans l'eau. C'est ainsi que leur histoire s'est terminée. Melida était totalement touchée par cela et Élise était impatiente d'en entendre plus. Solacea raconte cette histoire sur la femme qui a perdu son cœur. Son corps, rempli de colère, commence à bouger tout seul. Elle erre dans la ville, cherchant son cœur, et les gens commencent à l'appeler la sorcière grise. Elle a cette effrayante habitude de s'en prendre aux jolies jeunes femmes et de prendre leur cœur. Élise est tellement effrayée par l'histoire qu'elle manque de s'évanouir. Melita est sceptique, demandant à Mule si tout cela n'est qu'une fable, car enfin, les cœurs ne parlent pas. Cependant, Mule répond qu'il y a eu des cas réels en Flandre où des personnes ont été retrouvées sans leur cœur. Soudain, un grand vent éteint toutes les bougies. Kara demande des allumettes, mais Pina est partie. Puis cette dame en longue robe et chapeau de sorcière apparaît. Elle s'en prend aux filles, mais Melida et ses amis s'enfuient. Alors qu'elle patauge dans l'eau souterraine, Melida marche sur quelque chose de dégoûtant. Elles commencent toutes à marcher dessus, et ça leur colle à la peau pendant qu'elles courent. Mais la sorcière grise bloque la sortie, et les filles plus âgées ne peuvent pas la vaincre. Leurs attaques ne servent à rien. Elles sortent enfin des tunnels, et quand elles trouvent Kufa pour demander de l'aide, elles voient que son cœur a été pris. Les filles hurlent à plein poumon. Revenons au moment où Rosti est arrivée chez Kufa. Elle avait entendu des rumeurs sur une fête secrète que les écoles sœurs organisaient. Comme ce n'était pas officiel, c'était interdit. Roasti et Kufa décident de donner une leçon à tout le monde sur le fait de s'échapper en douce. Les filles se posent des questions sur la substance gluante, à quoi Kufa révèle que ce n'est qu'une gomme de pixie. Kufa l'avait fait pleuvoir d'en haut. Les filles sont mortifiées et en colère contre Kufa, pensant qu'il a un sens de l'humour effronté. Elles sont tellement épuisées par la peur et le stress que Kufa finit par les ramener dans sa chambre pour dormir et récupérer. On aurait dit qu'une grande maison était en feu. Et un homme a demandé au gamin aux cheveux argentés pourquoi il avait fait quelque chose d'aussi extrême. Le gamin n'a dit qu'il voulait juste que la petite fille, blessée au sol, soit heureuse. Puis Melida sort de son rêve pour trouver son professeur avec son épée d'entraînement près de son visage. Elle lui dit bonjour et il lui dit qu'elle devient bonne à remarquer les choses, même quand elle dort. Melida n'est pas ravie qu'il essaie de l'entraîner pendant son sommeil, mais il lui dit de se préparer car leur voyage scolaire commence. En chemin, Melita ne cesse de réprimander son professeur pour ne pas respecter son espace. Le chef de Kufa s'approche et lui donne une petite bouteille de médicaments, lui disant d'être prudent avec. Il est surpris, mais bientôt Élise et Rosti les rejoignent. Rosti, l'air nerveuse, demande à Kufa s'il voudrait faire semblant d'être son fiancé. Les autres filles sont choquées par son audace, mais elle explique que son père lui a choisi un homme qu'elle ne veut pas, et elle a menti en disant qu'elle avait un petit ami pour l'éviter. Kufa est son choix pour ce faux petit ami, et il dit oui, ce qui agace Melita car elle se sent exclue.
Alors qu'elle se dirige donc vers l'école, Rosti s'accroche à Kufa, lui donnant de jolis surnoms, et Melita devient si jalouse qu'elle commence à s'accrocher à lui aussi. Juste à ce moment, la directrice de l'école apparaît et les réprimande pour être trop tactile devant tout le monde. Elle est impolie avec Melita et Rosti, mais gentille avec Elise, disant qu'elle ne ressemble en rien à sa cousine. De nulle part, une calèche élégante s'arrête et en sort Blossom Cricket, le père adoptif excentrique de Rosti qui la fait toujours grincer des dents avec ses manières étranges, ses manières si singulières. À l'intérieur de l'école, Rosdi et Kufa expliquent aux autres qu'ils visiteront une zone que Blossom supervise et il est connu pour son travail avec les jeans. Blossom dit à Rosdi qu'il veut organiser son mariage pendant le voyage, mais elle s'empresse de dire qu'elle n'épouse personne et désigne Kufa comme son faux petit ami. Blossom manque de perdre son sang-froid mais a ensuite l'impression d'avoir déjà vu Kufa quelque part et est effrayé, pensant que Kufa ressemble à quelqu'un qui n'est plus là. Il s'excuse auprès de Kufa pensant qu'il était quelqu'un d'autre. Maintenant, Blossom commence à parler de cette chose vraiment effrayante qui s'est produite il y a quelques années dans leur ville. Apparemment, il y a eu un meurtre de masse et le principal suspect était un garçon de 12 ans qui ressemblait exactement à Kufa. Tout le monde est effrayé par l'histoire, mais la directrice dit qu'ils doivent se dépêcher. Alors qu'ils suivent tous la directrice, Kufa dit à Melita qu'il ne rejoindra pas l'assemblée car il ne se sent pas bien. Melita lui demande s'il est dérangé parce que Blossom et la directrice ont dit, mais il lui répond qu'il ne se soucie que de ce qu'elle pense de lui. Il va dans sa chambre et Melita ne peut pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'étrange se passe. Elle essaie d'aller lui parler mais elle voit alors Maedia qui fait semblant d'être professeur à l'académie. Maedia arrête Melida et lui dit de retourner à l'assemblée mais en s'approchant, Melida a un terrible flashback où un homme maudit, le roi des glaces au feu bleu infernal. Melita est un peu choquée que la professeure n'ait pas entendu les bruits étranges qu'elle a entendus. Puis, de nulle part, un cri vient de l'assemblée. Ils courent tous et trouvent une fille évanouie et Kufa apparaît aussi. Blossom intervient et sort son nouveau gadget. C'est une éprouvette avec une potion spéciale qui peut détecter le moindre soupçon de magie pour trouver qui a causé le problème. Il jette la potion dans un feu et elle se transforme en une brume qui couvre tout le monde avant de faire virer le feu au bleu. Blossom dit que le feu bleu signifie que le méchant est un jeune homme d'une vingtaine d'années et tous les regards se tournent vers Kufa. Il dit qu'il ne peut pas prouver son innocence pour l'instant. Le voyage scolaire est toujours d'actualité et Kufa peut y aller. Melita est vraiment inquiète pour lui, mais elle est sûre que son professeur n'a rien à voir avec le désordre qui vient de se produire. Le train traverse une zone effrayante, toujours sombre avec des éclairs aléatoires. Blossom n'est pas dérangé et dit aux filles effrayées que ce n'est qu'une particularité de son lieu d'origine. Ils arrivent à Shangarda, une ville souterraine qui ressemble à une jungle. Tout cela grâce aux expériences végétales de Blossom. Pendant que Blossom fait la grande visite de la verdure, Melida ne peut s'empêcher de lorgner Kufa. Puis la voix de cet homme réapparaît dans sa tête et elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle repère un gros rocher d'où la voix semble venir, mais juste au moment où elle est sur le point de le toucher, Kufa dit non et Blossom intervient, les avertissant de rester loin de ce qu'on appelle le lieu mystérieux. C'est un endroit qui n'a aucun sens, où des choses étranges se produisent à cause de fortes forces invisibles. Blossom a quelques indices, mais l'histoire complète reste un grand point d'interrogation. Soudain, un homme se précipite vers Blossom, haletant, et dit qu'il y a une autre personne malade en ville. Il se dépêche de tous vers la place principale et trouve quelqu'un qui a attrapé un sale virus, qui rend les gens fous et les pousse à blesser les autres. Blossom dit qu'il n'y a rien à faire et ordonne à ses troupes d'éliminer l'homme immédiatement. Les filles n'arrivent pas à croire ce qu'elles voient. Même la directrice de l'école réprimande Blossom. Mais il tient bon, disant qu'il est plus gentil d'arrêter l'homme maintenant avant qu'il ne puisse causer des dommages, d'autant plus qu'ils n'ont pas de médicaments pour le traiter. Plus tard, Rosti amène Kufa à une église et se demande pourquoi il l'aide. Kufa est un peu perdu, mais ensuite un groupe d'enfants se précipite vers Rosti. Elle explique à Kufa que ses enfants n'ont plus de parents et que son propre père les a recueillis, tout comme il l'a fait avec elle. De retour à leur logement, Kufa surprend Melida assez agacée par lui. Elle lui dit de lui mettre ses chaussettes, le taquinant qu'il ne la considère probablement même pas comme une fille, sinon elle lui demanderait de l'aider à s'habiller. Kufa n'est pas d'humeur à ses insolences et lui lance une question inattendue en lui demandant si elle veut sortir avec lui. Juste comme ça, l'humeur de Melida change et elle est tout à lui alors qu'ils partent explorer les chemins souterrains de la ville. Lors de leur sortie, ils trouvent un endroit paisible avec un lac brillant et des rochers étranges. Melida adore la vue et Kufa l'emmène dans la partie la plus cool d'une grotte calcaire. Ils sautent le long d'une falaise ensemble, mais au lieu de tomber, ils commencent à flotter. Ils tournent et dansent en apesanteur. Kufa explique que les forces magnétiques ici créent cette zone d'apesanteur. Melida s'inquiète et demande pourquoi il en sait tant sur cet endroit. Il admet être venu ici en mission il y a longtemps. Ils retournent au lodge et Melida lui demande de l'emmener à un autre rendez-vous un jour. Elle s'excuse d'avoir été difficile plus tôt et admet qu'elle ne veut pas que quiconque s'approche trop de lui. Melida s'endort en marmonnant et Kufa lui touche doucement le visage, disant qu'elle est la première personne à le faire se sentir ainsi et il ne sait pas quoi faire maintenant. Dans son rêve, Melida est dans un endroit effrayant et elle crie le nom de son professeur, puis elle entend quelqu'un demander son sang. Se réveillant en sueur, elle sent que quelque chose ne va pas avec son cou. Soudain, Elise fait irruption en disant qu'il y a eu une autre attaque de flammes bleues.
Melida n'arrive pas à y croire et s'inquiète davantage quand elle remarque que Kufa est parti. Il se précipite à l'église et voit un Blossom bouleversé parce que les enfants de son foyer ont été blessés. L'énergie de l'enfant a disparu, tout comme un élève qui s'était évanoui auparavant. Le chef de l'église demande des nouvelles de Kufa, mais Melita dit qu'il est porté disparu depuis le matin. Maintenant, Blossom pense que Kufa a fait ça et dit à ses hommes de le trouver. Pendant que la directrice les escorte, Melita s'échappe pour chercher Kufa mais tombe sur Madea. Madea se dit que Melita voudrait défendre Kufa et trouve que c'est un plan idiot mais excitant, alors elle décide de se joindre à elle. Dans sa chambre, Madea enfile son équipement de combat et partage qu'elle devrait vérifier les endroits étranges que Kufa avait mentionnés. Kufa s'inquiète du nombre croissant de ces endroits bizarres en ville et avait demandé à Madia de garder un œil sur Melita si jamais il lui arrivait quelque chose. Madia s'habille en tenue d'écolière pour se fondre dans la masse, mais une femme de chambre entre alors, se demandant pourquoi elles ne sont pas en classe. Elles inventent une histoire sur le fait de sécher les cours pour s'amuser ensemble, ce qui fait remonter des souvenirs à la femme de chambre de ses propres jours d'école et elle leur donne des chocolats avant de partir. Alors les filles à Plou partent pour déterrer des informations sur ces endroits effrayants. Melida essaie d'obtenir des infos mais finit par se faire réprimander et reçoit une friandise pour ses efforts. Media intervient, disant qu'elle s'en occupera et emmène Melida chez un fleuriste. Là, Media Amadou, la propriétaire du magasin, en parlant des fleurs et de la façon dont Blossom est douée pour repérer ces endroits étranges en ville. La dame crache le morceau et avec les informations dont elles ont besoin, le duo se dirige vers l'endroit le plus étrange de leur liste, connu sous le nom de la Maison Tordue. Elles entrent dans la Maison Tordue et ne ressentent rien de spécial, même si Blossom a interdit à quiconque de s'en approcher. Media examine le bâtiment et réalise qu'il n'a pas été le résultat d'un accident, mais construit ainsi dès le départ. Elle trouve une porte secrète qui les mène à un escalier souterrain. Media avertit Melita que tout peut arriver là-bas et lui dit de rester prêt. Elle continue de parler de la façon dont cet endroit semble être conçu pour dissuader les visiteurs, et cela signifie que quelque chose de sinistre était caché ici. Elles arrivent à un donjon souterrain et après avoir regardé les laboratoires de recherche et les cages vides pendant un moment, elles voient de l'horrible spectacle de personnes mortes enchaînées dans les cages. Media affirme qu'elles ressemblent à des citoyens de Shangarda et en plus, ce sont les produits ratés d'expérimentation avec le facteur génétique de la nuit qui les transformerait en lycanthropes. Melida est horrifiée puis Media montre le bras de l'un des cadavres qui portait le même accessoire que l'homme qu'elles ont vu mourir. Elle croit que Blossom est le méchant et celui qui répand de fausses nouvelles sur les lieux mystérieux et les maladies afin de pouvoir kidnapper plus de gens pour ses expérimentations. Tout à coup, la tête de Melita est de nouveau remplie de la voix de cet homme hirsute et effrayant, lui disant de blesser les gens et voulant voir du sang. Elle essaie frappée d'un violent mal de tête et a cette pensée effrayante que quelqu'un pourrait être en danger. Elle se précipite dehors, essayant de comprendre où les choses graves se produisent. Elle se retrouve sur les lieux d'un accident où les gens disent qu'une étudiante a été blessée. En se précipitant, elle voit Elise au sol et Blossom tenant Rosdi, gravement blessée, Blossom criant qu'elle n'a pas survécu. Melida est choquée et même la directrice n'a pas de réponse pour elle. La directrice mentionne que Melida a manqué son entraînement et Elise était partie la chercher parce qu'elle était inquiète. Rosedi est juste là avec son élève quand elle est frappée par quelqu'un de très fort pour la faire tomber. L'homme que Blossom veut comme gendre pense que c'est l'œuvre de Kufa et dit à tout le monde de commencer à le chercher. Blossom se lève, tenant Rosdi, et dit qu'il peut encore la réparer avec ses compétences scientifiques. Melida ne trouve même pas les mots et ramène Elise dans sa chambre. Maïdia passe et lui dit qu'il est rare de trouver quelqu'un qui puisse vaincre à la fois une paladine comme Elise et une combattante expérimentée comme Rosdi ensemble. Melida demande un peu de temps seule avec sa sœur et Maïdia dit bien sûr « Prends tout le temps dont tu as besoin, elle va rester dans sa chambre jusqu'à ce que le chaos extérieur se calme. » Après que Maïdia soit partie, Melida s'excuse auprès d'Elise pensant qu'elle a été blessée parce qu'elle l'a cherchée. Melida essaie de comprendre ce que sa sœur essayait de dire avant et saisit son épée, promettant de la protéger. Juste à ce moment, Melida entend beaucoup de bruit dehors et Shinfar se précipite, la pressant de sortir de là. Elle dit que Blossom a été frappé cette fois et le méchant est parti avec le corps de Rosie. Ils ont trouvé la même magie de feu bleu là-bas et maintenant toute la ville est après Kufa. L'école ne peut pas le soutenir, alors les gens cherchent l'élève de Kufa pour la prendre comme monnaie d'échange. Alors que Shenfa dit à Melita de s'enfuir, elle se glisse par la fenêtre, se sentant désolée pour tous les problèmes qu'elle a causés. Elle est déterminée à tout comprendre pour obtenir justice pour Elise et Rosti et pour blanchir le nom de Kufa. Elle arrive au grand rocher d'où venait cette voix étrange auparavant et pense à quel point Blossom et Kufa ont travaillé dur pour la tenir éloignée de lui. Elle est sûre qu'il cache quelque chose et décide de briser le rocher avec son pouvoir magique. Un tunnel secret s'ouvre et Melida entre suivant un petit ruisseau pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un squelette humain coincé sur une toile d'araignée. Elle rampe sous le squelette et reprend son chemin, arrivant finalement à un bureau secret dans la grotte. Elle trouve un document avec la signature de Blossom, puis ramasse des livres et des parchemins au hasard, et grâce au pouvoir de l'intrigue, ils lui disent tout ce qu'elle doit savoir. Les livres ne parlent que de la recherche sur le facteur génétique de la nuit, son extraction des lycanthropes et sa transplantation chez les humains. Elle apprend que Blossom faisait cela il y a longtemps, et il y a 7 ans, il a fait sa plus grande erreur lors d'une expérience. Soudain, Melida entend de nouveau la voix de cet homme hirsute,
disant qu'il a l'impression que quelqu'un s'est faufilé chez lui, curieux de savoir qui est Melita, et alors qu'elle serre fermement son épée, elle lui dit qu'elle est une paladine et veut savoir qui il est et où il se trouve. L'homme hirsute ricane et dit qu'elle est exactement ce dont il a besoin pour son expérience. Melita, se sentant assez effrayée, scanne la pièce à la recherche de tout danger. De nulle part, elle voit Rosie qui est en quelque sorte revenue d'entre les morts mais avec des cheveux de couleurs différentes. Melida l'appelle. Mais c'était une mauvaise idée, l'œil gauche de Rosie s'illumine d'une flamme bleue et elle commence à s'approcher de Melida, l'air super affamé de son sang. Melida fixe la flamme bleue et se demande à voix haute si Rosie est celle qui est derrière tous les problèmes. En essayant de reculer, Melida trébuche sur une table et tombe, ce qui permet à Rosie de se rapprocher encore plus. Et il semble que Rosie écoute aussi la voix hirsute qui l'incite à s'en prendre au sang de l'élève de l'homme. Juste au moment où Rosti est sur le point d'attaquer Melida, de nulle part, Kufa apparaît et la sauve. Il dit à Roasti de se ressaisir, mais Shaggy l'appelle le roi des glaces et lui lance de très méchantes insultes. Kufa ne se laisse pas déranger et sa vraie forme est révélée alors qu'il lutte pour contrôler Roasti. Il lui dit qu'elle n'est plus une résidente des ténèbres et qu'elle doit se souvenir de son être humain pour maîtriser son côté obscur. Mais ces mots ne semblent pas l'atteindre et Rose parvient à s'échapper. Shaggy dit à Kufa qu'elle a soif depuis 7 ans et que maintenant elle cédera à ses instincts et deviendra sa disciple. Kufa se sent déçu tandis que Melida a peur de son apparence de dur à cuire. Kufa avertit Melida de rester loin, mais quand elle se demande ce qui se passerait si elle ne le faisait pas, il la plaque au sol. Il lui dit qu'il va enfermer ses souvenirs de lui si profondément qu'elle le verra comme un simple inconnu. Il dit que ça ne fera pas mal, mais elle n'est pas contente. Kufa lui dit qu'il continuera à l'enseigner en privé, même si elle l'oublie. Il admet qu'il a peur parce que personne n'a jamais été d'accord avec son vrai look, et il est désolé d'avoir fait cette chose égoïste. Mais Melida se lève, répétant ses propres mots, promettant de rester avec lui quoi qu'il arrive. Elle le serre fort dans ses bras, lui disant qu'elle trouve chaque parcelle de lui magnifique, tout comme il lui a appris à croire en elle-même. Melida embrasse Kufa soudainement, lui disant qu'elle l'aime vraiment. Kufa devient nerveux, craignant que le FBI ne le voie toujours comme le méchant. Il tente d'expliquer à Melida qu'ils viennent de mondes différents, étant lui-même à moitié loup-garou et techniquement son ennemi juré. Kufa raconte son passé, une histoire qui a commencé il y a 8 ans, ici même, dans cette ville. Il vivait alors dans un orphelinat paroissial, détruit à cause des expériences risquées de Blossom avec ce qu'il appelait un facteur génétique. Blossom se sentait affreux pour la perte des enfants dont il s'occupait. Puis, une araignée gigantesque, dévorant les gens, força Blossom à poursuivre ses expériences, bien qu'il voulût arrêter. Pendant que Blossom se disputait avec l'araignée, Kufa, les cheveux devenus d'un blanc éclatant et ayant ligoté Rosie, attira l'attention de la créature. L'araignée fut surprise de voir un demi-vampire vivre si aisément au sein de l'église. Kufa était vraiment inquiet pour Rosti, blessée et orpheline comme lui. Pour la sauver, il partagea son sang de vampire avec elle, un geste désespéré. La grande araignée vit cela et se demanda si Kufa allait faire de Rosti un monstre, elle aussi. C'est alors que des combattants de la guilde des Chevaliers Blancs apparurent pour affronter l'araignée. Mais la créature était incroyablement puissante et en blessa un grand nombre, y compris leur chef. L'araignée était sur le point d'expérimenter sur le chef quand Kufa intervint, lui crevant les yeux. Le chef profita de cet instant pour tirer sur l'araignée à l'estomac, puis il lança une balle spéciale qui envoya la créature voler jusqu'à la lune, loin d'ici. Le chef vit alors Kufa avec Rosdi et lui demanda ce qu'il comptait faire. Kufa lui expliqua qu'il allait faire oublier à Rosdi tout de lui et de son état de vampire, afin qu'elle ne ressente plus jamais cette soif de sang. Kufa regarda le soldat et le supplia de laisser partir Rosti. Il assura qu'elle ne ferait de mal à personne s'il pouvait simplement lui sauver la vie. Kufa proposa de travailler pour le soldat et lui demanda s'il acceptait que Rosti l'oublie. Les larmes aux yeux, Kufa déclara qu'il serait heureux tant qu'elle le serait, peu importe le prix. À son réveil, elle l'appela frère une dernière fois et il la réconforta tout en lui retirant ses souvenirs. Après avoir partagé cela avec Melida, assise à ses côtés, il affirme que Rosti n'est pas en sécurité dans ce pays. Si elle est découverte, tous deux pourraient avoir de gros ennuis. Kufa demande à Melida de garder tout cela secret, la prévenant en plaisantant qu'il devrait lui prendre tout son sang si elle ne le faisait pas. Melida, traversée par un mélange d'émotions, promet de se taire. Kufa révèle ensuite que la même grande araignée de l'orphelinat cause à nouveau des problèmes et tente de manipuler l'esprit de Rosti. Il n'arrive pas à croire que l'araignée soit encore en vie et qu'elle reprenne ses vieilles ruses avec Blossom. Kufa pense que Blossom veut contrôler l'armée et c'est pourquoi il a choisi un mari pour Rosti. Il prévoit de l'utiliser pour avoir des enfants capables de manier la magie. Mais alors que Rose commence à se souvenir de son passé et de ses compétences de vampire, le propre secret de Kufa pourrait être révélé et il doit rester caché pour éviter que les gens ne se retournent contre lui, ce qui serait catastrophique. Melida est très bouleversée en entendant cela. Kufa dit qu'il a un plan pour tout arranger mais qu'il a besoin de l'aide de Melida. Il lui demande si elle est prête à prendre un grand risque pour lui et Melida lui répond qu'elle est partante même si c'est dangereux sans hésitation. Rosti va mieux maintenant, mais elle est contrainte d'épouser un homme qu'elle ne connaît même pas, et elle n'est plus vraiment elle-même. Au moment où Blossom s'apprête à officialiser l'union, Melida fait irruption dans l'église, mettant un terme brutal à la cérémonie. Elle crie à Rosti, lui disant qu'elles se battent toutes les deux pour le cœur de Kufa et qu'elle ne la laissera pas abandonner. Rosti est confuse, la tête lui fait mal alors qu'elle essaie de se souvenir de Kufa. Melida se lâche complètement, affirmant avoir embrassé Kufa 2 fois et se moquant
que cela devienne une énorme histoire de potin dès le lendemain. Les mots de Mélida ramènent Rosti à la réalité et elle sort ses armes, prête à affronter Mélida. Elles déploient toutes deux leur puissance, déclarant que la plus forte doit aimer Kufa davantage. Rosti attaque Mélida la première, mais Mélida riposte avec détermination. Avec un mouvement de feu qui, au lieu de toucher Rosti, met Blossom en flamme. Une minuscule araignée saute des cheveux de Blossom, paniquée, et Mélida pointe son épée vers elle, la défiant de se battre. L'araignée se transforme en personne dans un nuage de fumée et dit à Mélida qu'elle est désormais dans de beaux draps. Mélida tient bon et lui fait remarquer qu'il est le loup-garou à l'origine de tous les problèmes, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si coriace. Quand tout le monde tente de l'attraper, il les projette au loin et s'échappe par une porte secrète. Rosti est juste derrière lui, furieuse, se souvenant de toutes les horreurs qu'il lui a fait commettre, comme attaquer une élève, des enfants à l'église et même sa propre élève, Élise. Rosti a failli mordre Élise, mais son instinct de professeur a pris le dessus et elle s'est retenue, même si l'homme araignée la poussait à le faire. Il s'est fâché quand elle n'a pas obéi, alors il a tenté de l'achever, mais elle s'en est sortie vivante. Rosti lui fait face, lui demandant s'il est aussi derrière les mauvaises choses de son passé, et soudain, il lui serre la gorge, lui disant qu'elle est une plus grande menace maintenant qu'elle se souvient de tout. Il l'étrangle et elle se débat en criant, mais elle s'affaiblit de plus en plus. Juste au moment où la situation semble désespérée, Kufa apparaît pour sauver Rosti, repoussant l'homme araignée d'un coup de pied et l'appelant sa sœur. Il lui dit qu'il est temps de se réveiller et d'utiliser sa force de vampire. Kufa est prêt à abattre l'araignée qui se vante d'être super puissante et imbattable. L'araignée révèle sa véritable forme terrifiante et Kufa tente un coup, mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Rosti intervient avec ses disques volants, maintenant l'araignée bien occupée. Elle est si rapide qu'elle brise un rocher, projetant des morceaux sur l'araignée, mais il les attrape simplement avec son fouet. Ensuite, Kufa et Rosti esquivent une contre-attaque et Rosti se glisse sous l'araignée et le projette en l'air avec ses mouvements. L'araignée reste coincée, flottant dans un endroit sans gravité, totalement incapable de bouger. Contrairement à lui, Kufa saute habilement et d'un coup de poing chargé projette l'araignée, l'empalant sur un rocher idéalement formé, frappé par la foudre au moment parfait. L'araignée a perdu, mais il survit en utilisant sa capacité à désintégrer son corps en millions de minuscules morceaux. Il s'échappe par une fissure dans le sol et Rosédi craint qu'il ne revienne un jour. Mais Kufa lui assure que cela n'arrivera pas. Alors que l'araignée entre dans l'église par le tunnel, il est accueilli par Mélida et d'autres filles prêtes pour une extermination de nuisibles. Les filles attaquent donc les minuscules araignées et les effacent de l'existence, tandis que l'araignée ne fait que les supplier d'arrêter. Dehors, Rosie fait un gros câlin à Kufa, lui disant qu'elle se souvient de tout ce qu'elle avait oublié de lui. Kufa a l'air triste et sort presque un médicament, mais il change d'avis. Au lieu de cela, il tapote doucement les marques de morsure sur Rosie, la figeant sur place. Il lui dit qu'il doit de nouveau enfermer ses souvenirs pour qu'elle puisse continuer à s'intégrer aux autres. Alors qu'il utilise ses pouvoirs pour sceller ses souvenirs, Rosédi le supplie de ne pas le faire, disant qu'elle veut rester avec son grand frère. Kufa promet qu'il sera toujours près d'elle et qu'il prendra soin d'elle, puis ses souvenirs s'estompent. Dans sa pièce secrète, Blossom attend près du corps d'une femme quand Kufa arrive. Kufa pense que la femme est l'épouse de Blossom, se transformant en loup-garou maintenant que la magie de l'araignée ne la retient plus. Kufa comprend que Blossom a fait un pacte avec l'araignée pour la sauver. Blossom s'effondre, disant qu'il n'avait pas le choix. Kufa se souvient comment Blossom les a aidés, lui et sa mère, quand ils étaient en difficulté et n'avaient nulle part où aller, prenant même soin de sa mère quand elle était vraiment malade. Blossom dit qu'il l'a fait sur un coup de tête. Kufa sort une petite bouteille expliquant que c'est un remède spécial qui peut transformer un demi-loup-garou en personne normale. Il dit que c'est un remerciement pour tout ce que Blossom a fait et verse le remède dans la bouche de la femme. Elle commence à retrouver son apparence humaine et Blossom la serre fort. Kufa dit au revoir à l'homme qui était comme un père pour lui et s'éloigne. Plus tard, les élèves de l'académie parlent tous de la façon dont Blossom s'est rendu à la police et a endossé la responsabilité de tout ce qui s'était passé. Kufa se détend seul, perdu dans ses pensées, tandis que Rosie est assise en face de lui, perplexe de ne pas se souvenir de son séjour en ville. Kufa se demande si elle n'aurait pas dû rester à la maison pour aider sa famille, mais Rosie est sûre que sa mère gère la situation. Elle partage un rêve d'enfance avec Kufa. Elle a toujours voulu retrouver quelqu'un de spécial de son passé, mais sa mémoire est floue. C'est pourquoi elle a rejoint la Légion du Crest, espérant que la célébrité l'amènerait à cette personne. Alors qu'elle se lance dans son histoire, Mélida arrive et s'affale à côté de Kufa, disant en plaisantant à Rosti de se retirer maintenant que leur fausse idylle est terminée. Rosti n'est pas ravi et Mélida met de l'huile sur le feu en se vantant d'avoir embrassé Kufa 2 fois. Kufa est alors contraint de les écouter se chamailler pendant le reste du voyage. Bientôt, les cours reprennent et le professeur demande aux élèves ce qu'ils savent des 7 classes de base, de leurs avantages et inconvénients face aux autres classes. Mélida essaie d'être la chouchoute du professeur en récitant toute la page Wikipédia sur le sujet, tandis que Kufa la regarde de loin et pense qu'elle a beaucoup grandi récemment. Cependant, il sait que beaucoup de gens ne sont pas ravis de voir une ancienne ratée accéder si vite à la célébrité. Bientôt, la directrice annonce qu'avant la fin de l'année, il y aura un événement final appelé l'examen de la chèvre Vibria.
Mélida et Élise sont confuses quant à ce qu'est la chèvre Vibria, et Kufa explique que c'est le labyrinthe géant sous leur colonie, abritant la plus grande bibliothèque de tous les temps, riche de millénaires d'histoire humaine. L'examen est assez difficile et dangereux, mais ceux qui le réussissent obtiennent leur licence et peuvent explorer une bibliothèque pour trouver des fragments oubliés du savoir humain. Cependant, seuls les élèves de 2e année et plus peuvent postuler à l'examen, donc tout cela est inutile pour Mélida et Élise. Juste à ce moment-là, la directrice arrive et demande aux 2 filles si elles aimeraient passer l'examen cette année. Kufa dit qu'elles sont encore des élèves de 1re année, mais la directrice affirme qu'elles étaient dans les candidates de cette année. Pour prouver que leur sélection n'était pas une erreur, elle veut qu'elles prouvent leur valeur à l'examen. D'autre part, Mule et Solasha présentent leur rapport du tournoi de Luna à leur académie et à leur faction noble. Mule affirme que le mana que Mélida portait était très différent de celui des élites, et cela convainc les gens présents que la mère de Mélida fréquentait bien d'autres hommes. Ils sont certains que Mélida n'est pas une enfant légitime de la maison Angel. Le chef de leur faction, le frère aîné de Solasha, suggère qu'il devrait annoncer cette nouvelle à toute la société noble. Tout le monde accepte immédiatement cette proposition, mais l'homme aux cheveux roses veut trouver un moyen de convaincre le grand public de cette nouvelle. Mule affirme qu'elle a une solution à ce problème et sort un livre ancien appelé le Codex Anders, trouvé à Vibriagot. Elle affirme qu'ils peuvent utiliser ce livre pour souligner les origines douteuses de Mélida, et l'homme rose en est ravi. Il déclare qu'avec ce document, ils feront tomber la maison Angel et mèneront ensuite une révolution qui les établira comme les dirigeants de ce monde. Après le départ de tous, Solasha s'inquiète pour Mélida, mais son frère lui dit qu'il fait cela pour son bien. Il affirme que beaucoup de choses menacent Mélida en ce moment et qu'ils doivent agir pour mettre fin à la misère de la pauvre fille. Solasha a un QI de température ambiante et elle pense que son frère dit la vérité, alors elle le croit. L'homme rose donne à Solasha un stylo plume spécial destiné à être manié par une ancienne bibliothécaire de Vibriagot et souhaite qu'il lui donne du courage. Quand Mélida et Kufa sont arrivés à l'école le lendemain matin, ils sont tombés sur une grande agitation. Il y avait ce type masqué debout près de la directrice disant qu'il ne faisait rien de mal et voulait juste voir sa fille. Il repère Mélida, se dirige droit vers elle et commence à l'appeler sa fille. Mélida est choquée et des murmures commencent à circuler sur sa prestigieuse famille Angel. Le type masqué commence à fulminer sur le fait que les Angels sont en réalité des monstres qui ont pris sa femme et son enfant. Il essaie de s'approcher de Mélida mais Kufa ne l'accepte pas et balance son épée sur le type. Il s'avère que l'homme masqué est en fait un artiste de cirque et esquive Kufa avec des saltos et des tours. Il crie qu'il n'approuvera jamais le petit ami brutal de sa fille et jette son chapeau avant de disparaître dans un nuage, laissant Mélida complètement chamboulée. La nuit dernière, Kufa a reçu un message secret disant que Mélida était en difficulté. Il a rapidement envoyé un code cryptique et discret. Plus tard, pendant l'examen de Mélida, Kufa était si distrait qu'il a accidentellement eu des gestes déplacés. Mélida a remarqué qu'il était stressé par la scène étrange du matin et il l'a admis. Il s'inquiétait toujours des rumeurs concernant son mana unique. Kufa pensait que l'acte de l'homme masqué n'était qu'une façon de dénigrer la famille Angel et Mélida était sûre que le type n'était pas de la famille de sa mère. Kufa l'a averti qu'il y aurait d'autres coups bas de leurs ennemis et Mélida s'est demandé comment elle pourrait s'y préparer. Kufa l'a mis au défi de réussir l'examen de la chèvre Vibrio, un examen super difficile. Mélida était nerveuse car il est réputé risqué, mais Kufa l'a encouragé, disant que cela prouverait sa force à tout le monde, même aux plus méchants. Elle est devenue anxieuse à l'idée d'échouer, mais Kufa est devenu sérieux, disant que l'échec n'était pas une option. Mélida a négocié une récompense spéciale si elle réussissait, et Kufa a accepté, lui promettant n'importe quel souhait si elle réussissait l'examen. Le grand jour de l'examen arrive enfin, et les filles accompagnent la directrice jusqu'à la porte spéciale de la bibliothèque. Élise est avec Mélida, et elles sont toutes les deux excitées à l'idée de réussir l'examen, bien que la directrice leur conseille d'y aller doucement. Elle monte dans un ascenseur magique et Kufa encourage Mélida, lui disant qu'il s'attend à ce qu'elle revienne avec une victoire. Alors que la directrice met en marche l'ascenseur et qu'il commence à descendre, Mélida ne lâche pas la main de son professeur jusqu'à ce qu'elle soit forcée de se séparer. Pendant leur descente, la directrice énonce quelques règles simples, elle leur attribue des étages et leur dit de terminer leurs tâches avant la fin du temps imparti. Elle mentionne également que les esprits de l'ancienne bibliothécaire gardent la chèvre Vibrio et qu'ils deviennent furieux si quelqu'un essaie de voler des livres sans permission. Elle termine en avertissant que les esprits deviennent plus coriaces à mesure que l'on descend, donc les filles devraient rester à leurs propres étages. Juste au moment où elles descendent, l'ascenseur s'arrête brusquement bien avant le premier étage. De nulle part, des tentacules sauvages traversent les murs de l'ascenseur et s'en prennent aux filles. Mélida s'accroche à Élise de toutes ses forces. Pendant ce temps, Kufa et Rosédi sont en alerte quand cette nonne arrive en courant, paniquée parce que la directrice est partie. Elle lâche qu'il y a un invité VIP et puisque la patronne est absente, Kufa doit prendre le relais pour le rencontrer. Kufa est un peu déconcerté mais découvre que c'est le père hautain et puissant de Mélida, le duc Felgus Angel. Kufa part saluer Felgus et lui fait savoir que Mélida et Élise sont en plein examen de bibliothécaire et qu'elles sont toutes prêtes à le réussir. Cependant, Felgus affirme que Mélida n'a pas besoin de réussir et sort une lettre pour la retirer de l'école, disant à Kufa de la ramener.
Kufa essaie de calmer Felgus et se demande pourquoi il essaie de bloquer le chemin de Mélida maintenant. Felgus mentionne l'histoire du visage de clown, disant que le fait d'avoir Mélida au grand jour allait toujours causer des problèmes à leur famille et il veut arranger ça maintenant. Il lâche même une bombe à Kufa, disant qu'il est sur le point de perdre son poste. Kufa le supplie de laisser Mélida rester à l'académie une année de plus, car il est sûr de pouvoir l'aider à briller, mais Felgus ne mord pas à l'hameçon. Il dit que peu importe à quel point Kufa croit en elle, car Mélida ne le voit pas en elle-même. Mais Kufa n'abandonne pas. Il insiste sur le fait qu'il connaît Mélida mieux que quiconque et demande juste une dernière chance de le prouver. Felgus semble y réfléchir un instant. Soudain, une autre nonne arrive en courant avec une lettre portant un symbole de serpent, disant qu'elle a été envoyée au bureau de la directrice. Felgus sait que ça vient de la guilde Grimfis et la lit rapidement. Le message est un peu comme un code secret et suggère que les filles qui sont allées à la bibliothèque pourraient être en difficulté. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, ces tentacules folles attrapent Mélida et Élise et les emmènent à un étage aléatoire. Elles s'inquiètent pour leurs amis et ne savent pas où elles sont, mais Élise remarque que le verre résistant fonctionne, ce qui signifie que leur examen a commencé. Elles décident de se lancer et de terminer leur tâche sans même savoir laquelle. Mélida se souvient qu'elles étaient censées être au 5e étage, qui n'est pas censé être effrayant, mais alors, de nulle part, des figures de bibliothécaires fantomatiques les attaquent. Mélida et Élise activent leur magie et se préparent à affronter quelques fantômes. Les fantômes continuent de les attaquer et les filles sont forcées de seulement esquiver et bloquer. Puis Mélida commence sa contre-attaque et donne un coup de pied au fantôme dans une étagère avant de le frapper avec son épée. La maniaque du combat en elle se réveille et elle commence à s'amuser. Elle pense immédiatement à ce que Kufa ferait dans cette situation et croit que tous les aspects de son style de combat l'ont imprégné. Elle continue d'attaquer le fantôme et finit par l'exorciser. À ce moment-là, Élise avait aussi réglé son compte à son ennemi et les filles se tapent dans la main pour célébrer leur victoire. Elles sont remplies de confiance qu'elles peuvent encore réussir l'examen même sans la directrice et elles décident d'avancer. Cependant, Élise remarque que leurs armes sont en mauvais état après un seul combat et elles se portent la poisse en disant qu'elles ne pourront pas gérer plus de 2 fantômes à la fois. Soudain, des fantômes apparaissent tout autour d'elles et les filles tremblent alors que les fantômes se rapprochent d'elles. Puis soudain, un ouragan les entoure et s'occupe de tous les fantômes en même temps. Mélida se demande ce qui s'est passé, mais ensuite, elle lève les yeux et voit de l'aide arriver. Mule et Solacha, les traîtresses sont là pour faire semblant de sauver les filles. Mule affirme qu'elles sont aussi là pour l'examen de certification de la bibliothèque et suggère qu'elles peuvent toutes les 4 passer l'examen ensemble. Mélida dit que ce n'est peut-être pas autorisé, mais Mule répond qu'il n'y a personne pour les surveiller, donc c'est bon. Elle parvient à convaincre Solacha et déclare ensuite que les 4 filles des 3 grandes maisons ducales entreprennent leur première quête conjointe. Mélida et Élise sont également enthousiastes à l'idée. Mule leur montre un livre spécial qui fonctionne comme un GPS les guidant vers le bon étage de la bibliothèque. Mélida est surprise de voir un livre avec des capacités magiques, mais Mule explique qu'il ne peut être utilisé que quelques fois. Elle mentionne que ces livres magiques ne sont qu'une des façons dont la bibliothèque déroute les intrus. Mule donne un livre à Mélida, mais elle ne peut pas le comprendre car elle n'a pas de licence de bibliothécaire. Solacha loue Mule pour ses connaissances, mentionnant les antécédents de sa famille, ses recherches et sa bibliothéconomie. Élise trouve injuste que Mule en sache autant lors de sa première visite. La protectrice de Mai change de sujet, suggérant d'utiliser le mot-clé magique « Il était une fois » pour rendre le livre utile. Elle encourage Mélida à essayer et quand elle prononce le mot « magique », une brume l'enveloppe, la transformant en une robe similaire à celle de Cendrillon. La magie affecte tout le monde, les transformant en personnages de contes de fées. Mule révèle qu'elles ont été bénies par le pouvoir des contes de fées. Mélida en Cendrillon avec protection divine, Élise en petit chaperon rouge avec la sauvagerie d'un grand méchant loup et elle-même en Aladdin avec 3 usages de la magie du génie. Cependant, Solacha se retrouve en petite sirène, encore plus belle que dans le film en prise de vue réelle. Les autres filles, jalouses de ses courbes, la taquinent gentiment jusqu'à ce que la magie se dissipe. La situation leur rappelle la limite de temps de l'examen, les incitant à se diriger vers la salle d'examen. Dans la pièce, elles trouvent un livre qui leur propose la tâche d'examen d'organiser les livres. Alors qu'elles commencent, un diablotin magique mangeur de livres émerge présentant un défi supplémentaire qu'elles doivent surmonter. Mélida vainc rapidement le diablotin mais réalise vite qu'il y en a d'autres cachés dans les livres. Elle demande à ses amis d'arranger les livres pendant qu'elle s'occupe des diablotins. Même celles qui ont les tâches les plus faciles luttent car les livres résistent à être placés sur les étagères. Élise range son livre avec succès, incitant Mule à chercher des indices à l'intérieur, le traitant comme un puzzle, pendant que Mélida combat le diablotin et que les autres luttent avec les livres. Mule se concentre sur le décodage du puzzle. Elle demande à Élise et Solacha de continuer à ranger les livres pendant que Mélida tient les diablotins à distance. Finalement, tous les livres sont réparés et Solacha aide Mélida à placer le dernier livre. Mule lui lance le livre pendant qu'Élise repousse les diablotins. Mélida parvient à placer le livre faisant disparaître le dernier diablotin. Alors qu'elle tombe, Solacha utilise ses pouvoirs pour la sauver et les filles se réjouissent de leur victoire. Soudain, 4 livres brillent, confirmant leur succès à l'examen et leur seule tâche restante est de retourner à temps dans le monde extérieur.
Mule interroge ensuite Mélida et Élise sur leur détermination à réussir l'examen, ce à quoi Mélida répond qu'elle veut être reconnue comme membre de la famille Angel et accomplir l'épreuve de son professeur. Mule avertit Mélida que réussir l'examen ne garantit pas son statut de membre de la famille Angel. Surprise, Mélida reçoit le soutien des chefs, incitant Mule à s'excuser pour sa remarque insensible. Elle conduit ensuite le groupe à l'extérieur, mais Solasha vole le livre de Mélida et refuse de le rendre, affirmant que l'examen est un piège. Pendant ce temps, les filles plus âgées terminent de leurs examens et rencontrent de la directrice. Elle révèle que les tentacules détruisant l'ascenseur ont été créés à partir d'un ancien texte magique et promet une enquête à leur retour à l'académie. Shenfa s'inquiète pour les premières années, mais la directrice insiste sur le fait qu'elles doivent atteindre l'académie et chercher du renfort pour les retrouver. Soudain, deux figures menaçantes apparaissent, mettant leur survie en péril. Les reconnaissant comme les coupables, la directrice et Shenfa engagent le combat, vainquant les marionnettes zombies contrôlées par un vieux sorcier qui se révèle être un apôtre de la guilde Grimphus, un lycanthrope artificiel et un nécromancien. La directrice de l'école interroge le méchant sur la raison pour laquelle il s'en prend à ses élèves et il répond froidement que les secrets sont bien gardés par ceux qui ne peuvent pas parler. Il siffle ensuite pour que sa bande effrayante saute sur les filles. Alors que la directrice intervient pour les défendre, elle finit par être attaquée par surprise. La voilà à terre, promettant de soutenir ses élèves jusqu'à son dernier souffle. Le sorcier noir la prend au mot et dit à son équipe effrayante de tout donner, mais juste à ce moment-là, Kufa arrive en force prêt à changer la donne. Kufa est comme un tourbillon tranchant les zombies à gauche et à droite. Et quand le sorcier noir essaie d'appeler des renforts, Kufa ne manque pas un battement, ils sont grillés, il transforme ensuite le sorcier noir en pâté pour zombies, et comme par magie, le reste des zombies s'évanouit, la directrice s'effondre et deux des filles sont vraiment désolées, admettant qu'elles ont joué avec des mots magiques qui ont libéré des tentacules sauvages. Elles disent que c'était à cause des ordres de leurs parents, mais elles ne s'attendaient pas à ce désordre fou. Mais attendez, ce n'est pas encore l'heure de se détendre. Le sorcier noir n'a pas fini, il passe au niveau supérieur en un squelette effrayant. Après avoir encaissé un coup, il appelle son escouade de zombies à l'aide et Kufa est de retour dans le jeu, prêt à en découdre. Il couvre la directrice alors qu'ils se précipitent tous vers l'ascenseur, mais soudain le sorcier squelette apparaît là, appelant les gardes fantomatiques de la bibliothèque à se battre. Kufa les affronte mais réalise que ses mouvements habituels ne suffisent pas contre ses ennemis fantomatiques. Il hésite à utiliser ses pouvoirs de vampire car il ne veut pas révéler son secret et être séparé de Mélodine. Heureusement, l'aide arrive juste à temps, Kufa et les élèves se retrouvant protégés par une cage de bandage. La momie, désormais au service de Kufa, rejoint le combat et arrête le nécromancien en l'étranglant. Malgré sa malédiction, la momie broie les os du nécromancien, le réduisant en poussière. Reconnaissant, Kufa remercie la momie qui le veut en vie pour leur plan. Les filles ont peur de la momie car elles sentent qu'il est un lycanthrope, mais Shenfa le remercie de les avoir sauvés. Rougissant au premier compliment qu'il ait jamais reçu de sa vie, la momie avertit Kufa que le danger n'est pas encore terminé. La lettre envoyée au bureau était une diversion pour éloigner Kufa de l'académie. La guilde Grimphus prévoit d'attaquer l'académie et d'éliminer tous les élèves qui ont été témoins de l'imposteur se faisant passer pour le père de Melita. Kufa pense qu'ils ne réussiront pas car il a laissé son équipe B sur place qui a déjà réglé le compte des assaillants. Juste à ce moment-là, le patron de Kufa arrive et il se tourne vers la momie pour lui demander s'il veut rejoindre leur guilde. Il refuse son offre et déclare qu'il n'est intéressé que par le partage d'informations en échange de l'apprentissage de la méthode pour convertir un lycanthrope en être humain. Il promet au patron d'agir comme un espion et de lui rapporter toute activité criminelle. Il accepte cet accord et se tourne ensuite vers Kufa, lui révélant qu'il a reçu des informations concernant une entrée non autorisée dans la bibliothèque et que l'une des trois grandes familles, la famille Solachas, est à l'origine de tout cela. Alors que les esprits de la bibliothèque se dispersent, Mule saisit sa chance et dérobe le livre de Melita directement à Solasha. Mule affiche un sourire malicieux en apprenant que Melita ne s'entraîne pas pour être paladin mais samouraï. Elle s'élance pour tout raconter mais Solasha prend la défense de Mélida et lui offre un transport grâce à sa magie. Mélida n'abandonne pas, elle poursuit Mule et la plaque au sol exigeant de savoir pourquoi elle ferait un coup pareil à sa propre amie. Mule, tout attendri, lui répond que c'est parce qu'elle a un faible pour elle. Alors, Mule prononce le mot « magique » et soudain, tous les textes enchantés à proximité commencent à tourbillonner autour d'elle. Solasha avertit Mélida de s'enfuir mais c'est inutile. Une vive lueur violette les engloutit. Aveuglée par la lumière, Mélida plonge dans une vision se remémorant tous ceux qui refusaient de l'enseigner, pensant qu'elle n'avait pas les capacités nécessaires jusqu'à ce que Kufa intervienne. Puis, soudain, la vision s'interrompt et elle se retrouve dans un endroit étrange et brumeux vêtue d'une tenue de servante. Mule l'accueille dans ce faux tribunal et lui dit de se détendre car l'événement principal est sur le point de commencer. Alors que le brouillard se dissipe, Mélida se tient dans une fausse salle d'audience entourée de personnes masquées et Serge y joue le rôle du juge. Le procès commence et Mélida ne comprend toujours absolument pas ce qui se passe. Mule explique que Serge est le juge, mais aussi le conspirateur de cet incident, et que sous ses ordres, elle a mené Mélida et les autres dans ce piège. Mélida comprend maintenant et refuse de participer à leur mascarade, car elle doit absolument réussir son examen de bibliothèque et de licence. Cependant, Serge lui dit qu'elle ne peut pas partir, la qualifiant de fausse fille de la famille Angel.
Il ordonne à Mule de commencer l'enregistrement et elle active le codex d'Anders, disant à Mélida de faire très attention à ses mots, car tout sera enregistré dans ce livre à partir de maintenant. Serge ouvre la session en déclarant que le crime de Mélida est de ne pas être la vraie fille de la famille Angel et d'avoir trompé le pays entier pendant 13 ans. Il affirme qu'un homme qui prétend être son vrai père est apparu, et puisque sa classe est samouraï, il est facile de prouver que sa lignée est douteuse. Mélita contredit son argument, disant que dans certains cas, les gens n'héritent pas des classes de très haut rang, même après, issus de familles nobles. Mais Serge lance alors une question inattendue, demandant pourquoi les pouvoirs magiques de Mélita n'étaient apparus qu'à ses 13 ans. Mélita cherche ses mots pour répondre, et la foule s'enflamme, hurlant qu'elle est coupable. Ils commencent à la dénigrer, disant que la mère de Mélita avait trompé son père Felgus, car il était toujours occupé au travail et ne lui prêtait aucune attention. Ils continuent de lancer des insultes, et Mélita perd tout simplement les pédales. Elle leur crie d'arrêter, disant qu'elle se souvient de l'amour de sa mère pour elle et son père, aussi clairement que si c'était hier. Elle dit à ses détracteurs qu'elle rejoindra la Légion du Blason et montrera qu'elle est un vrai membre de la famille des anges. Serge lui intime l'ordre et commande à Solacha de s'en prendre à Mélita. Solacha, totalement sous son emprise, se jette sur Mélita même si elle la supplie d'arrêter. Mélita esquive avec agilité et Élise lui lance une épée. C'est maintenant Mélita contre Solacha, épées au clair. Pendant ce temps, Mule retient Élise de s'interposer. Solacha exhorte Mélita à abandonner, disant qu'elle fera ça vite et sans douleur. Mais Mélita ne l'entend pas de cette oreille. Elle dit de ne jamais sous-estimer un samouraï. Solacha s'envole dans les airs, lançant une pluie de lances sur Mélita qui les esquive toutes. Mule intervient, disant que Mélita n'est pas de taille et ne vaincra pas les compétences de Solacha. Elle dit que si Mélita perd à son jeune âge, cela montrera qu'elle n'est pas digne de son nom de famille. Élise se souvient que Mélita avait dit que Mule était gentille et jolie, mais maintenant elle est furieuse, pensant que Mule est une menteuse hypocrite. Élise en a assez de regarder de loin, elle est prête à intervenir, à soutenir Mélita et à lui montrer ce que sont les vrais amis. Pendant que Mélita est occupée à esquiver la pluie de lances de Solacha, elle essaie d'atteindre son niveau. Tout le monde parie sur Solacha, mais Serge a des doutes, voyant la force surprenante de Mélita. Puis Mélita trébuche et Solacha voit sa chance d'en finir. Mais non, Mélita a un tour dans son sac et esquive, faisant rater son attaque à Solacha. La foule reste bouche bée quand c'est Solacha qui finit par perdre. Mélita se tient fièrement, fière de ses compétences de samouraï, et crie qu'elle a quelqu'un de spécial à ses côtés pour prouver sa valeur. La foule commence à changer d'avis, pensant que Mélita est peut-être la vraie de vraie et qu'ils ont fait une énorme erreur. Serge, sentant la pression, joue sa dernière carte pour couvrir ses arrières, activant le stylo qu'il a donné à sa sœur. Il glisse de la poche de Solacha et juste une goutte d'encre touche le sol, mais ce n'est pas une goutte ordinaire, elle explose en un trou noir massif. De nulle part, un dragon d'encre géant apparaît, lançant une boule de feu droit sur Mélita. Cependant, Solacha redevient elle-même et elle lui sauve la vie. Mélita remarque que c'est le pouvoir d'un stylo plume alternatif qui peut réécrire les effets d'un texte magique. Le trou noir continue de grandir et engloutit certains des invités tandis que les autres s'enfuient. Mélita ne peut pas rester assise sans rien faire et elle compte en finir avec le dragon d'encre malgré Solacha qui l'arrête. Mule et Élise les rejoignent aussi et décident de combiner leurs pouvoirs pour arrêter cette folie. Elle laisse d'abord la foule s'échapper et la vieille dame qui arrive en dernier dans la course à la survie s'avère être la femme de chambre en chef d'Elisa. Mélita n'est pas vraiment choquée de la voir et elle décide de la laisser partir avec les autres conspirateurs. Cependant, au moment où les filles doivent partir, la porte se ferme et le visage de Clown apparaît au centre du jardin. Il utilise son pouvoir pour transformer ce royaume en une cage et dit ensuite aux filles que c'est l'heure de l'événement final. Élise maudit l'homme masqué et se jette sur lui pour venger sa sœur, mais il éclabousse son épée d'une substance noire qui commence à l'éroder. Alors l'homme masqué donne un coup de pied à Élise, mais Mélita intervient et la sauve. Mais maintenant, il est prêt à s'en prendre à Mélita. Il lui tire cette substance noire dessus, mais juste à temps, Kufa apparaît et la tranche, la transformant en eau. Mélita est tellement soulagée de le voir et Kufa promet de la garder en sécurité pour de bon cette fois. Mais Mélita en a fini de se cacher dans l'ombre, elle veut se battre à ses côtés. Il charge l'homme masqué et pendant que Kufa le retient, Mélita s'approche furtivement par derrière pour attaquer. Il réussit à l'esquiver mais Mélita et Kufa travaillent ensemble comme une machine bien huilée pour le maintenir piégé. Kufa le projette en l'air d'un coup de pied et Mélita le frappe avec la garde de son épée, lui donnant encore plus de temps en l'air alors qu'elle se souvient de son entraînement avec Kufa. Et puis, Kufa exécute son mouvement ultime appelé 1000 lames, entourant l'homme masqué de lames fantômes qui l'anéantissent instantanément dans sa cage. Mélita est super heureuse d'avoir gagné et va directement faire un gros câlin à son professeur. Les autres filles les taquinent, leur disant d'aller prendre une chambre. Après tout ça, les choses redeviennent normales pour tout le monde. Serge, sournois comme il est, rejette tout ce qui est arrivé à Mélita sur la mascarade, qu'il a en fait éliminé lui-même. Cet homme masqué faisait partie de l'ancienne Légion du Blason, et même s'il le cherche toujours, Felgas intervient pour assurer la sécurité de l'académie. Quand il est temps pour Felgas de rentrer chez lui, Mélita trouve le courage d'aller lui parler. Felgas vient et lui dit qu'elle n'a rien à craindre car un de ses proches du temps de sa grand-mère était un samouraï tout comme elle.
Il dit même qu'elle a les cheveux dorés de sa mère et c'est tellement touchant pour Melita qu'elle se met juste à pleurer. La voyant ainsi, Felgus sait qu'il doit partir pour ses obligations, alors il laisse sa fille entre les mains fiables de Kufa. Le train démarre et Kufa est là pour réconforter Melita, qui est en larmes, lui disant que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Peu de temps après, ils sont de retour dans le jardin où tout a commencé, là où il est venu la secourir pour la première fois. Melita a pris sa décision concernant sa récompense pour avoir réussi le test de la bibliothèque. Elle demande à Kufa de la soutenir jusqu'à ce qu'elle soit quelqu'un que le monde respecte, et quand ce jour viendra, elle jure d'être celle qui veillera sur lui. Kufa est touché par sa forte volonté et dépose un baiser sur sa main, promettant qu'il ne la quittera jamais. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préféré de cet animé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.